Chers amis, bonjour et bienvenue sur Avis TV. Je rappelle que Avis TV a été créé pour vulgariser les sciences en partant des traditions. Car Aristote le premier dit, pour mieux comprendre quelque chose, il faut voir cette chose naître. Alors, pour un très grand nombre de personnes aujourd'hui, en particulier pour nous, les Africains, qui arrivons dans le champ des savoirs, alors qu'il est si ancien, si difficile maintenant à démêler, nous avons intérêt à partir du commencement des choses. C'est ce que nous avons fait ici depuis une douzaine de causeries. Aujourd'hui, je vous invite à cette 13e causerie qui sera un moment de transition entre ce que nous avons découvert depuis la Renaissance européenne jusqu'au XXe siècle. Nous sommes partis de la rencontre entre l'Afrique et l'Europe et tout ce que cela a suscité dans la société comme réflexion, comme nouvelles questions. Les questions qui ont impacté, J'ai dit que je ne voulais pas parler comme des universitaires, mais utiliser des mots simples. Donc, quand je dis impacté, ça veut dire que c'est les questions posées par l'Afrique ont eu des répercussions très importantes dans le cours des savoirs en Europe. Alors, nous avons depuis 12 causeries essayé de découvrir peu à peu comment cette rencontre a eu lieu, ce qu'elle a apporté, et en même temps, comment en même temps en Europe surgissent de nouvelles connaissances. Ces nouvelles connaissances qui sont devenues nos classiques d'aujourd'hui. Ce sont ces connaissances que nous apprenons à l'école. Je vais récapituler encore un tout petit peu cela afin de comprendre l'intérêt de ce que nous allons faire par la suite. Je vais reprendre deux choses qui ont effectué une marche parallèle, si je peux expliquer, si je peux m'exprimer de cette façon. Nous avons dit qu'au moment où l'Europe rencontre l'Afrique, on pose en même temps ici des questions de savoir, mais les religions, au fait, d'où ça vient, alors que traditionnellement, on ne se posait pas cette question parce que non seulement les gens étaient très majoritairement analphabètes et qu'il ne fallait pas trop déranger le cours de la transmission des traditions dans l'Église en particulier, mais aussi dans toutes les autres religions. C'est comme ça que ça se passait. Donc, le fait de rencontrer l'Afrique avec des nouvelles cultures tellement différentes de celles de l'Europe, ça va forger des questions. Et nous avons vu que la personne qui pose ce problème-là en premier, c'est le Français Charles de Brosse, dont on n'apprend vraiment jamais rien à l'école, mais cette personne est importante pour l'histoire et pour tout ce qui va suivre concernant la religion en Europe. Nous avons dit que, plus ou moins au même moment, le Français René Descartes va se dire, mais
si lui, il part, disons, de la découverte de la philosophie de saint Thomas d'Aquin, puisqu'il a étudié la philosophie, donc il ne va pas vraiment critiquer la religion de Descartes. Il va essayer d'apporter son apport de philosophe dans, disons, l'élaboration de l'hypothèse de Dieu. Si Dieu existe, comment on peut l'approcher? Comment on peut le comprendre? Ça, c'est l'apport du philosophe Descartes. Et nous avons vu qu'en même temps, il va créer une méthode de construction du savoir que nous apprenons encore aujourd'hui à l'école, qui est, pour ceux qui sont allés à l'université en particulier et puis qui ont fait le bac, nous apprenons le discours de la méthode, qui fut un moment fondamental de la construction de ce que nous appelons la discipline philosophique. S'il faut connaître, mais on commence par où? Comment construit-on un savoir qui tienne la route? Descartes répond à cette question en nous laissant le discours de la méthode. Et nous avons vu que après Charles de Brosse, il y aura David Hume, il y aura Auguste Comte qui va créer la sociologie, il y aura Durkheim qui va développer la sociologie. Ça, c'est un volet particulier qui a un lien direct avec la religion, avec le questionnement sur les religions promues par la découverte de l'Afrique. On ne peut pas complètement dissocier cette chose-là. Sur le plan de l'histoire, les questions sont telles qu'il faut bien qu'on les éclaire à nouveau. Disons, avec de nouveaux moyens. Et c'est donc là que nous allons faire une deuxième récapitulation. Nous avons vu qu'en Europe, indépendamment ou en tout cas en interaction, puisque c'est des gens qui sont plus ou moins contemporains, en Europe, nous allons voir apparaître ou naître les sciences astronomiques et les sciences physiques. Avec les trois personnages que nous avons vus, Copernic, l'italien Copernic, l'allemand Kepler et l'italien Galilée, qui vont apporter ce qu'on appelle en science un paradigme, c'est-à-dire quelque chose qui apporte une telle nouveauté de vue, telle que tout ce qui existait avant est complètement remis en cause. C'est ça le paradigme. Un nouveau paradigme remet en cause tout ce qui existait jusque-là. La question est donc de savoir, à partir du moment où tout ce que nous savions jusque-là semble remis en cause. On va d'abord essayer de comprendre le contenu du paradigme. Au fait, qu'est-ce que c'est? C'est qui va développer les sciences de l'astronomie. Mais ensuite, si ce que dit cette personne est vrai, si cette science apporte une autre façon de voir, comment on réévalue tout ce que nous avons eu jusque-là et ces choses qu'on tenait comme des réalités et des vérités auxquelles on croyait? C'est ce qui va arriver avec toutes les disciplines concernant la religion et même la philosophie, pardon.
La philosophie, elle est... Pardon, je reviendrai plus tard sur la philosophie. Donc, parlons plutôt ici des religions. C'est plus pertinent en ce moment. Donc, dès lors que le paradigme qu'apporte Nicolas, disons Galilée, pardon, pas Nicolas, ce qui s'appelle Nicolas Copernic, Kepler et Galilée, qui s'avère être quelque chose d'observable et d'avéré. J'essaie d'utiliser les mots que tout le monde peut comprendre. À partir de ce moment-là, cette question ne peut plus, la question de comment on comprend désormais les religions anciennes, cette question ne peut plus être refoulée. Il va devoir désormais faire avec. Et nous avons vu les évolutions de cela. À côté de l'astronomie, parce que le paradigme a la force de... C'est comme une pelote de laine. Dès lors que vous tenez le premier bout, mais tout part. Et à partir du moment où il y a une remise en cause de ce que nous savions, les savants vont se mettre en quête pour comprendre le monde autrement. Et la personne qui va nous laisser, comme j'ai dit la dernière fois, un trésor de connaissances s'appelle Isaac Newton. Cette personne nous dit, enfin, il découvre que tout ce que nous voyons, tout l'univers physique est contrôlé par des lois. Et il faut chaque fois découvrir la loi qui fait que telle ou telle chose se produit. Les lois de la nature, les lois physiques de la nature. Quand Isaac Newton découvre ces lois de la nature, il fonde la physique d'une manière qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. En tout cas, on verra de quelle manière ça se passe, parce que ce n'est pas lui qui fonde la physique vraiment, mais il la développe d'une manière spectaculaire qui va nous apporter des réponses à ce que jusque-là, on n'avait absolument pas de réponse sur ces choses que l'on voyait sans explication. Ça, c'est la naissance de la physique. Mais une autre science sera, elle aussi, qui va arriver. Je n'ai pas cité cette personne parce qu'on ne peut pas tout citer ici, parce que c'est vraiment un moment très intense dans la découverte. S'il s'appelle Monsieur Lavoisier, c'est un Français qui découvre lui aussi les éléments chimiques dont sont formés ce que nous voyons, c'est-à-dire la matière. Alors, nous allons voir que la découverte de la chimie ici, comment je peux le dire d'une manière simple? Disons que ce sont les relations intimes, des relations que la matière ou les matières entretiennent entre elles et qu'on ne comprenait pas jusque-là. Exemple, quand le soleil, c'est le soleil qui fait que les feuilles d'un végétal soient vertes. Jusque-là, on ne savait pas pourquoi les feuilles sont vertes. C'est la découverte de la chimie qui nous donne la réponse pour qu'on comprenne que, au fait, les végétaux entretiennent des relations chimiques avec le soleil. De même que là, je suis une femme noire. Ma peau que voici entretient une relation chimique avec le soleil pour qu'elle soit noire comme elle est là.
ce n'est donc pas une petite découverte. La chimie, elle va aujourd'hui complètement transformer la compréhension que nous avons des choses. C'est-à-dire une compréhension que les générations qui nous ont précédés n'avaient absolument pas. Et c'est pas tout. Avec la physique et la chimie, viennent s'ajouter une autre science qui s'appellera la biologie. Alors là, cette autre science-là, elle découvre que il y a des êtres vivants, invisibles à notre œil, à notre seul œil. Ça veut dire que l'air qui passe, l'air que nous respirons, l'eau que nous voyons, il y a des habitants dans l'eau et on ne les voit pas. Il y a des habitants dans l'air et on ne les voit pas uniquement avec notre œil nu. La biologie et la chimie vont s'allier en tant que science pour nous dire attention. C'est dans l'eau que se trouvent des êtres invisibles que l'on appellera des microbes. Ce sont elles qui nous rendent malades, qui nous tuent, qui combattent notre propre existence en tant qu'être humain, en tant qu'animal, quoi, tout simplement. Ça aussi, les générations qui ont précédé n'avaient aucune idée de cette autre connaissance-là, de ces autres connaissances. Et il est important que nous prenions conscience que les générations antérieures ont donc élaboré des savoirs qui leur semblaient totalement cohérents. Mais ce sont ces savoirs qui vont subir le choc du nouveau paradigme scientifique. Et il va donc falloir maintenant faire le tri. Tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on ne peut pas garder. Ce tri-là, en réalité, n'a vraiment jamais été fait. Parce que on est parti dans des controverses infinies dans lesquelles nous sommes encore aujourd'hui. Et c'est important de refaire ce cheminement, de se rappeler ce cheminement-là avant d'aller plus loin. Déjà pour comprendre ce qui va suivre. Parce que devant ces deux faits parallèles, j'ai dit que dans la 12e causerie arrive donc la définition de la sociologie, qui elle aussi va profiter de de toutes les découvertes que nous venons de dire là, c'est-à-dire à partir du moment où les sciences, alors quand je dis ici les sciences, pour moi et pour ce que nous essayons de faire, ne nous dispersons pas trop. Je rappelle que quand je dis ici les sciences, arrêtons-nous aux sciences physiques, aux sciences chimiques et aux sciences biologiques. Pour nous qui voulons nous approprier les fondamentaux, arrêtons-nous là. Les autres sciences viendront après. Et si on parle de ça ensemble, ça risque d'embrouiller tout le monde. Donc, arrêtons-nous là, sur ces trois sciences. Donc, à partir du moment où ces trois sciences expliquent les lois de physique, les lois chimiques, maintenant vous comprenez ce que c'est que les lois chimiques, c'est-à-dire ces relations intimes que
invisible que la nature entretient, les choses, la nature entretient entre elles. La feuille d'un arbre devient verte parce qu'elle elle reçoit le rayon du soleil. Ah, ça, on a expliqué ça, c'est la chimie qui explique pourquoi le soleil rend la feuille verte. Maintenant, pourquoi tout d'un coup j'ai mal au ventre parce que j'ai bu une eau qui n'était pas très potable? Eh ben, c'est la science biologique qui explique pourquoi je tombe malade en seulement buvant de l'eau. Avant, on ne le savait pas. Donc, ces trois sciences fondamentales vont révolutionner tout ce qu'on savait jusque-là. À partir de ce moment-là, nous avons vu que arrive donc la définition de la sociologie, où Auguste Comte, suivi ensuite par Émile Durkheim, se disent, mais si la science explique tout, il n'y a plus une très grande place pour la religion. La religion, il faut la reléguer là où elle doit être, c'est-à-dire dans une modalité ancienne de la connaissance. C'est-à-dire, les gens s'appuyaient sur ça parce qu'ils n'avaient pas justement ce que nous autres contemporains, c'est-à-dire hommes évolués, civilisés, nous avons maintenant. Ainsi donc, de fil à aiguille, nous avons vu que c'est cette idée qui va promouvoir cette autre idée de la laïcité, c'est-à-dire on peut donc vivre sans plus besoin de l'explication religieuse du monde. Dès lors que on a, disons, rempli toutes les fonctions vitales de l'être humain, dès lors qu'on peut expliquer les phénomènes de la société pour mieux vivre ensemble, on n'a plus besoin de la religion. C'est là que nous nous sommes arrêtés pendant la 12e conférence que j'ai dit. Celle-là, elle allait clore un premier cycle de ces causeries. Aujourd'hui, je vais donc faire suite à cette conclusion, car le 19e siècle qui fait cette conclusion va donc entreprendre de fonder le savoir historique aussi sur de nouvelles bases. Historiques. Et c'est je dirais symptomatique, pardon, c'est révélateur de voir que ce monde qui prend conscience que la religion, en clair, ne sert plus à rien, va vouloir fonder le savoir en mettant le religieux ou les religions au rebut. Ça veut dire, si l'être humain nouveau doit se comprendre avec les nouvelles bases, donnons-les lui. Et cet endroit sera très important, vraiment retenons-le, car on va définir l'histoire humaine, chaque fois en mettant le religieux à côté et en mettant les autres sciences, je ne dirais pas qui ont combattu le religieux, en valeur, et pour chaque fois mettre le religieux à côté. Lui, là, tout ce qui est religieux, mettons-le de côté. Construisons le savoir en partant de ce qui n'est pas religieux. Y compris la société, la civilisation grecque. On verra que on va relire l'histoire de la Grèce ancienne
très souvent en mettant en valeur comment les Grecs ont combattu ou sont sortis du religieux, comme pour dire, voyez, ça fait très longtemps que le combat a commencé. Le combat philosophique. Comme s'il était là pour combattre ce religieux. Ensuite, on va mettre la science en valeur comme aussi une autre étape qui combat le religieux. Ensuite, l'histoire elle-même, elle va être maintenant invitée à se construire en mettant aussi le religieux à part. Mettons-le à part, c'est comme ça. On va faire une discipline, par exemple, j'ai dit l'histoire des religions, elle sera une discipline, mais qui sera à côté. Mettons ça à côté, mais on va promouvoir un nouvel ordre des connaissances basé sur les sciences et aussi, disons, sur la philosophie. Et ça commence où? C'est ici que nous allons devoir retenir un nom aussi important du 19e siècle avec un Français qui s'appelle Ernest Renan. Ernest Renan est un anticlérical, c'est-à-dire quelqu'un qui combat. Lui-même était d'abord religieux. Il est sorti de cet endroit de l'Église et il s'est mis laïque, plus ou moins pour combattre justement et efficacement son ancienne maison, ce qui s'appelle l'Église. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est que, étant quelqu'un de très versé dans la connaissance du monde ancien, c'est-à-dire, et les langues anciennes, il a beaucoup œuvré pour comprendre les origines du christianisme. D'ailleurs, c'est là l'un de ses livres majeurs. Mais aussi pour comprendre l'origine de l'écriture, des écritures anciennes. Et c'est l'un de ses disciples qui s'appelle le Français Philippe Berger qui va en 1892, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, nous laisser un livre qui s'appelle L'histoire de l'écriture dans l'Antiquité. Philippe Berger est le premier véritablement à faire une longue recherche. Il dit qu'il a fait plus de 30 ans pour faire cette recherche, pour découvrir l'origine de l'écriture et des écritures anciennes. Il va offrir ce livre à M. Renan en lui disant que sans vous, cher maître, je n'aurais jamais écrit ce livre. Il lui rend hommage. Alors, pourquoi on parle ici de ce livre? Parce que aujourd'hui, lorsque nous allons à l'école, nous apprenons que l'écriture est née des pictogrammes et des idéogrammes. Mais au fait, c'est Philippe Berger qui nous laisse cette définition de l'écriture. L'écriture est née des pictogrammes et des idéogrammes. Et c'est ce que nos enfants, nous-mêmes, nous avons appris ça à l'école. Et c'est ce que nos enfants apprennent encore aujourd'hui à l'école. Sauf que, mis dans le contexte où cette définition a été produite, et c'est cela l'intérêt de ce de ce rappel, de ce commencement, c'est que tout se passe comme si Philippe Berger, depuis Ernest Renan jusqu'à Philippe Berger, l'objectif était de mettre tout ce qui est religieux à côté. Ainsi donc, on définit l'écriture
en mettant de côté ces fameux pictogrammes. On dit, l'écriture est née des pictogrammes et des idéogrammes, mais au moment de définir réellement l'écriture, il est défini comme des caractères autonomes, dissociés de ces fameux pictogrammes. Philippe Berger considère que les pictogrammes étaient des aberrations superstitieuses. C'est-à-dire, tout ce qui a précédé les caractères autonomes que nous connaissons, en particulier dans l'écriture mésopotamienne, c'est-à-dire des cunéiformes, tout ce qui précède reste dans le domaine des pictogrammes. Alors, quand il dit l'écriture est née des pictogrammes et des idéogrammes, c'est pour mieux mettre de côté ces pictogrammes et ces idéogrammes qu'il considère lui-même, en le citant ici, comme des aberrations superstitieuses qui étaient fabriquées par des prêtres eux-mêmes mis sous la botte des pharaons, comme pour tout dire, qui les menaient et qui rétrogradait dans la superstition. C'est ce que dit Philippe Berger. Pour cette raison, ces fameux pictogrammes ont été mis à côté, en sorte que quand nous disons des pictogrammes et l'écriture est née des pictogrammes et des idéogrammes, aujourd'hui c'est quelque chose de totalement banal. C'est banal. Ça n'a aucun poids historique dans notre intelligence profonde. C'est juste comme s'il y avait là un point qu'il ne faut pas oublier, mais au fait, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est que à partir du moment où on a commencé à écrire avec des vraies lettres, des vrais caractères, là, on a des textes. Effectivement, c'est ce qui va se passer. On va donc considérer que à partir du moment où on déterre des textes avec ces caractères nouveaux, c'est-à-dire des caractères cunéiformes, nés en Mésopotamie, à ce moment va arriver un moment, disons, assez incroyable, parce que l'archéologie qui déterre ces outils, ces objets anciens, va elle aussi se ranger sur la définition de l'écriture faite par Philippe Berger. Ainsi donc, aujourd'hui encore, nous apprenons à l'école que l'écriture est née en Mésopotamie. Il y a là, dans cette compréhension des choses, quelque chose qui dit « la vraie écriture est née en Mésopotamie ». Parce que ceux qui contestent le fait que l'écriture ne soit pas née en Mésopotamie, on a un quiproquo qui s'installe. On dit, mais comment vous pouvez dire que l'écriture n'est pas née en Mésopotamie? Quand on a mis les origines de l'écriture au rebut et qu'on ne considère que les caractères évoluaient, effectivement, on dit l'écriture est née en Mésopotamie, c'est-à-dire celle qui est débarrassée des figurations, des lettres figurantes, qui étaient en réalité les lettres qui représentaient les totems initiaux qui ont inventé l'écriture. Mais comme ces totems initiaux tombaient sous la définition d'aberration superstitieuse chez nos amis du 19e siècle, pour ne pas les prolonger, on a coupé court en disant
l'écriture est née des pictogrammes et des idéogrammes, mais elle a évolué vers la vraie écriture. C'est ce que d'abord dit Philippe Berger. Et la vraie écriture, elle est mésopotamienne, elle est cunéiforme. C'est là que se trouve le quiproquo qui subsiste jusqu'à maintenant, où si vous pouvez vous arracher la barbe dessus et sans vous comprendre, parce que tout simplement, les uns évoquent les pictogrammes et les autres, les lettres qui ont été fabriquées en partant des pictogrammes, c'est-à-dire et ça, dans Genèse et Civilisation, je le démontre, comment est-ce que on nous dit que ces fameuses lettres, ces premières lettres qui étaient des lettres totémiques, que j'ai appelées dans le livre les totem lettres, ce sont elles que nous voyons encore aujourd'hui en Égypte. Les totem lettres qui sont attestées depuis les rochers du Sahara jusqu'en Égypte où elles reçoivent elles aussi une nouvelle évolution. L'Égypte est restée avec ses totem lettres parce qu'on ne pouvait pas ne pas garder la trace du commencement. Heureusement pour nous. L'Égypte elle-même a fait évoluer ses propres, ses lettres du commencement vers des figures qu'on appelle arbitraires, c'est-à-dire où on ne reconnaît plus le visage ni les formes initiales des lettres totémiques. Et c'est vraiment important de comprendre cet endroit. Les totem lettres, comme j'ai dit, seront plus tard les lettres que nous appelons aujourd'hui les divinités. Parce qu'au départ, elles étaient des divinités qui ont évolué vers des totem lettres divinisées et que le 19e siècle entreprend de mettre au rebut en disant cette fameuse phrase de Philippe Berger, c'était des aberrations superstitieuses. J'aimerais que nous comprenions ce moment important. Car à partir de ce moment-là, toute l'histoire ancienne sera comprise uniquement comme un texte écrit avec de la nouvelle écriture, un peu comme si on prenait notre tête, on ne veut plus faire l'effort de comprendre comment est-ce qu'ils sont partis des totem lettres pour arriver à créer ces autres écritures qui ont fait donc l'écriture arbitraire. Non, on n'a pas voulu faire ça. Nous lisons le texte tel qu'il nous est donné, c'est-à-dire avec l'idée que l'écriture, c'est ce que dit d'ailleurs Philippe Berger, c'est juste l'art de tracer des lettres par la main. L'art de tracer des caractères par la main. Vous comprenez que dans cet art de tracer les lettres par la main, il n'y a plus tout le parcours multimillénaire qui a précédé ce moment où un jour l'être humain arrive à découvrir ses caractères, à simplifier toute son histoire ancienne de manière à donner au monde, à accoucher ces fameuses lettres arbitraires dont nous sommes aujourd'hui des héritiers. Donc, dans cette situation, le problème qui nous concerne, nous, en tant que contemporains, la question qui nous concerne est de savoir, dès lors que jusque-là, nous avons entrepris l'explication
du monde ancien en partant seulement de ces lettres arbitraires. L'écriture telle que les Mésopotamiens vont le créer, mais aussi l'écriture telle que les Phéniciens vont le faire, parce que les Phéniciens vont faire évoluer tout simplement tout ce que l'Égypte a fait vers un nouvel, ce que nous appelons l'alphabet. Nous verrons que c'est une transformation très profonde de toutes les lettres de l'écriture égyptienne. Donc, à partir de ce moment-là, nous avons les autres écritures qui vont suivre, qui seront dès lors des écritures arbitraires, dont l'écriture grecque, l'écriture romaine. Elles seront arbitraires. On ne verra plus, quand je dis arbitraire, ça veut dire on ne verra plus les formes anciennes totémiques, parce qu'elles ont été simplifiées de manière à créer un texte arbitraire qui n'évoque plus les figures anciennes. Et c'est sous cette forme que l'écriture nous parvient. Et c'est sous cette forme que seront lus tous les textes anciens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? À tel endroit, à tel endroit. Au fait, le texte est juste là. Le texte est lisse. Puisque tout ce qui l'a précédé est à enlever de nos têtes. Ce texte-là, en particulier les mythologies, les textes mythologiques anciens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire avec tous, pardon de le dire, ce fatras de personnes dont on ne comprend plus rien. Alors, comme on ne comprend plus rien, on dit, bon, on va lire ce texte-là, juste en disant, qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? On a lu le texte. Bon, en fait, si je dois comprendre ce texte aujourd'hui, qu'est-ce qu'il m'apporte? On verra plus tard que c'est cela, la lecture que nous faisons aujourd'hui de ces textes. Une lecture qu'on appelle structurale. Pardon, je ne vais pas aller là-dessus puisque ça ouvre une autre porte. Mais pour comprendre un texte aujourd'hui ancien, on te dit, lis, fais la structure du texte, lecture structurale, et ensuite, dis-nous ce que toi tu comprends de ce texte. Donc, le texte est laissé à l'appréciation de chacun. Et chacun peut créer n'importe quoi avec ce texte-là, puisque c'est ce que lui dit ce texte aujourd'hui. Il peut tirer n'importe quel type de savoir en lisant ce texte ancien. La question est donc de savoir si, au lieu de lire notre histoire actuelle de cette façon-là, en partant des lettres arbitraires et des textes tels que nous les avons, tels que nous avons apprécié ces textes anciens depuis, 5 siècles, c'est-à-dire depuis le 15e jusqu'au 20e siècle. Si aujourd'hui, nous proposons de relire ce texte en partant non plus de cette définition de l'écriture qui dit l'écriture est née des pictogrammes, mais mettons les pictogrammes au rebut, que devient notre histoire ancienne? Toute notre histoire, si on la lit en partant des totems lettres qui ont inventé l'écriture. Parce que c'est cela la réalité historique. Celle que nous avons vue au début. Celle qui part d'Afrique saharienne, où ce sont les Sahariens qui inventent leur totem et l'art d'arrangement des figures. Et dont on voit encore aujourd'hui sur les grottes au Sahara cet héritage-là. L'arrangement des figures dont les Éthiopiens vont réclamer
pendant tout le long de l'histoire ancienne la paternité et qui ne leur sera vraiment jamais contestée. Donc, dire que l'écriture, c'est-à-dire l'art d'écrire, l'art de l'arrangement des figures, est né au Sahara, s'est développé en Égypte et s'est propagé par le reste, à travers le reste du monde, ce n'est pas une invention, c'est la réalité historique la plus nue. Donc, comprendre les textes qui nous sont parvenus, que ce soit les textes des pyramides, que ce soit les textes des Mésopotamiens anciens, que ce soit les textes indiens, que ce soit les textes, je dirais, assyriens, comprendre ces textes-là à partir de l'héritage ancien que nous lèguent le Sahara et l'Égypte. Si on se met dans cette lecture-là, que devient notre histoire? C'est cette autre histoire que nous raconte Genèse des civilisations. Car j'ai mis 30 ans pour comprendre que le problème que nous connaissons tous à l'université, devant cette nuit qui couvre la naissance de la philosophie, on vous dit, oui, la philosophie a rompu avec les mythologies. Mais les mythologies, tout le monde a essayé de les comprendre. Mais en disant, oh là là, c'est tellement compliqué que, bon, nous savons ce qu'on dit aujourd'hui, ces mythologies. Mais ces mythologies sont une attestation incroyable de la ligne du savoir qui nous provient d'Égypte et que les Grecs ont refait chez eux. Et lorsqu'on entreprend de relire ces mythologies, non pas avec l'écriture arbitraire de la Grèce, mais à partir des totems-lettres qui ont été prises en Égypte, qui expliquent le pourquoi et le nom des dieux grecs, à ce moment-là, on en reste pantois. Pantois. Parce que notre histoire revêt une cohérence. Notre histoire, tous les noms qui sont donnés aux divinités ont tous une explication spectaculaire. C'est pour ça que j'invite à relire cela. Car à partir du moment où nous avons donc le commencement, nous pouvons maintenant dénouer toute la chaîne des évolutions qu'il y a eu. Et là, c'est cette chaîne d'évolution qui nous décrit aujourd'hui un récit commun de notre existence, où chacun retrouve peu à peu sa sphère culturelle. L'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie, l'Europe, chacun retrouve comment et quand ses ancêtres sont entrés dans ce processus. Et c'est d'une richesse inouïe. Et c'est ce récit commun qui nous donne les moyens aujourd'hui de comprendre le pourquoi et le comment de nos vrais problèmes actuels. C'est pour ça que cette 13e causerie était donc pour nous donner ce moment de transition entre ce que nous lègue la Renaissance
le siècle des Lumières, 19e et le 20e siècle. Et la nécessité, si nous voulons nous comprendre, de relire notre histoire, non plus à partir seulement de ces 5 derniers siècles, mais notre vraie histoire commune qui, elle, commence au Sahara. Je vous invite à lire Jeunesse des civilisations, puisque c'est cela le parcours que je vous ai proposé. Car à ce moment-là, ici, ce n'est plus seulement une lecture, c'est une expérience à faire. Et vous verrez que tout ce que j'ai dit ici était dedans, mais si vous ne faites pas l'expérience de lecture pour comprendre comment on a évolué, eh bien, on continuera encore à se contredire continuellement. Parce que le bordereau, le vrai, qui nous permet de comprendre d'où nous venons, c'est l'histoire de l'écriture, mais cette fois en partant des totems lettres, des pictogrammes et des pictogrammes et des totems lettres que nous lègue l'Afrique. La prochaine fois, nous allons donc essayer de retourner en Afrique. Essayer de voir comment ça se présente. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt. Chers amis, je m'appelle Joséphine Zibi. Je suis née au Cameroun. Je suis camerounaise. Aujourd'hui, je vous présente Jeunesse des civilisations en tant que récit commun de notre histoire. Je viendrai chaque semaine m'entretenir avec vous. Démarrer ici, dans une petite chaîne qui s'appelle Afrique Vivante Production ou Avis TV. Je vous invite tous à venir avec moi faire une causerie éducative. Parce qu'en sortant de l'oralité, on n'a pas appris à lire. On a appris à causer pour s'instruire. Et aujourd'hui, les nouvelles générations sont en train de retourner à l'oralité. On ne lit plus tout à fait, mais on regarde l'image pour s'instruire. Je vous invite à partager cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Avis TV afin que chaque semaine, nous puissions nous entretenir du contenu de Jeunesse des civilisations. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.